Bonjour chers amis et bienvenue encore une fois à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous sommes toujours dans le premier module intitulé Fondamentaux sur les réseaux informatiques. Donc aujourd'hui nous aborderons les modèles de référence. Je suis Binelé Abana Alphonse, CCIO, Enterprise Infrastructure. Alors notre présentation sera articulée autour des points suivants. Pourquoi le besoin de modèles de référence? Une approche en couche, modèle de référence OSI, modèle de référence TCP/IP. Alors, nous allons d'abord expliquer dans un premier temps pourquoi le besoin de modèle de référence. Précédemment, à la première partie intitulée Généralité sur les réseaux informatiques, nous avions indiqué que pour que les équipements informatiques puissent communiquer entre eux, il fallait que ces équipements comprennent la même langue. Et le modèle de référence indique en quelque sorte les opérations que tous les équipements doivent entreprendre pour pouvoir permettre une bonne communication. En effet, autrefois, autant pour moi, lorsque les équipements informatiques commençaient à être développés, nous avions chaque fournisseur qui développait les équipements avec sa propre manière de voir les choses. Donc, Novell avait une manière d'interconnecter ces équipements qui ne pouvait pas marcher avec la manière de IBM d'interconnecter les équipements. Donc, il a fallu trouver donc un langage commun à tous ces fournisseurs pour pouvoir permettre l'interopérabilité de différents fournisseurs. C'est donc ainsi qu'est né le modèle de référence comme nous le voyons aujourd'hui. Alors, comme nous le disions donc, initialement, lorsque les réseaux sont apparus, différentes sociétés technologiques comme IBM, Novell, Apple ont commencé donc à développer leur propre protocole de communication, et ceci a donc conduit au réseau n'autorisant que les communications entre appareils de même fournisseur. Donc, ça a conduit donc à limiter la croissance des réseaux et par conséquent donc la nécessité d'établir un modèle de référence. Donc, il y en a deux. Principalement, le principal modèle, c'est le modèle OSI, sur lequel s'appuie donc le modèle TCP/IP, qui est un cas particulier donc, du modèle OSI. Alors, le modèle TCP/IP est conçu particulièrement pour l'interconnexion des réseaux informatiques. Alors, comme nous l'avions donc vu, les modèles de référence sont nécessaires pour la communication entre les équipements. Donc, une approche en couche va donc consister en pouvoir séparer donc la communication entre différents équipements en plusieurs étapes ou couches. Donc, l'approche en couche donc utilise un modèle dans lequel une tâche de communication de données est divisée en plusieurs tâches ou activités. Donc, et cela donc, le modèle en couche définit donc chaque couche séparément. S'il y a par exemple une nécessité de modification d'une couche, les concepteurs ne vont pas s'intéresser aux autres couches, ils vont s'intéresser uniquement à la couche à modifier, et une fois que la couche est modifiée, les autres couches continuent à fonctionner de manière individuelle et autonome. Donc, ça permet donc une meilleure modification des différents protocoles, sans toutefois modifier toutes les autres couches. Donc, on modifie uniquement la couche concernée. Et puis, il doit faire communiquer le protocole de la couche modifiée donc, à ceux des couches supérieures et inférieures. Donc, une fois qu'on a fini la modification de
la couche qui nous intéresse, on n'a qu'à faire donc fonctionner ou alors faire communiquer cette couche-là à ses couches supérieures et inférieures. Donc l'approche en couche réduit un ensemble très complexe de sujets et d'activités en plusieurs groupes plus petits et indépendants. Donc cela facilite grandement l'apprentissage et la compréhension des actions de chaque couche. Dans les protocoles, actions et données contenues dans chaque couche du modèle se rapportent donc uniquement à l'objectif de cette couche-là. Donc, on s'intéresse uniquement à une couche particulière lorsque on est en train d'établir, peut-être faire des modifications ou alors faire de la maintenance ou vouloir détecter une panne. La détection d'une panne se fait donc désormais de couche en couche et ça permet donc une meilleure maintenance et une meilleure visibilité des problèmes du réseau. Voilà donc l'approche en couche. Et nous voyons donc que cette approche en couche aide énormément à la maintenance. Donc, le modèle de référence OSI, donc, comme nous le disions, est le principal modèle mis sur pied par l'ISO, International Organization of Standardization, qui normalise dans les échanges de communication dans les réseaux sans tenir compte de leur structure et des technologies internes sous-jacentes. Donc, le modèle OSI est constitué de 7 couches et chaque couche a une fonction spécifique, mais chaque couche doit communiquer avec la couche au-dessus et en dessous. Donc, le principe s'appuie donc sur deux parties. Nous avons la partie en tête. Chaque couche va ajouter donc une en-tête de couche appelée header. Et puis, les données à transmettre. Voilà. Donc, les informations de la couche homologue sur le périphérique distant sont ajoutées aux données normales. Et puis, cette opération, cette information ajoutée est connue donc sous le nom de header, comme nous le disions tantôt. Et chaque couche ajoute donc son propre en-tête destinée à la couche homologue. Alors, le modèle OSI est un modèle donc divisé en 7 couches. Et puis, l'application sur l'appareil de l'émetteur va envoyer les données à la couche supérieure du modèle de référence. Donc, lorsque nous finissons de concevoir une application qui va donc pouvoir envoyer les données vers un autre poste, cette application va émettre des données à la couche, dont on va envoyer les données à la couche supérieure du modèle de référence. Et puis cette couche dont est responsable de la communication client-serveur d'application ou de service. Et elle est connue sous le nom de couche application. Comme cette couche dont on doit envoyer les informations à la couche inférieure. Donc, elle ajoute donc les informations sur la donnée d'origine. Ces informations, nous avons parlé d'en-tête. Donc, cette information ajoutée et puis transférée donc à la couche inférieure. La couche inférieure va voir le message reçu, le message envoyé par la couche supérieure. Une fois que la couche inférieure va recevoir ce message, cette couche va considérer ce message comme PDU, Packet Data Unit, donc partie donnée, et va ajouter donc son propre en-tête et envoyer à sa couche inférieure. Donc, et puis cette PDU est transmise donc à la couche en dessous, et la couche en dessous traite l'ensemble de la PDU en tant que donnée et va ajouter son en-tête supplémentaire avant d'envoyer. Donc, chaque couche répète ce processus au fur et à mesure que les données descendent dans la pile protocolaire. Ces opérations donc sont résumées ici-bas, sur ce slide. Donc, la couche application, après avoir généré le message,
va ajouter son propre en-tête et envoyer la donnée à la couche présentation qui va par la suite considérer le message reçu au niveau de la couche application. Il va donc considérer ce message comme PDU et ajouter son en-tête niveau 6 et l'opération va se perpétuer jusqu'aux couches basses. Alors, nous voyons donc comment cela simplifie énormément les communications. Donc, parlons donc à présent de la couche application. La couche application donc est une couche du modèle OSI qui est la couche la plus proche de l'utilisateur final. Et cela signifie donc que l'application, la couche application est extrêmement importante vu qu'elle communique directement avec l'application logicielle. Donc, cette couche interagit avec les applications logicielles qui implémentent donc un composant de communication. Donc, nous pouvons avoir comme exemple le protocole FTP, le protocole SMTP, qui peuvent donc être les protocoles de couche application. Alors, ensuite, nous avons la couche présentation. Donc, cette couche permet de s'assurer que les informations sont fournies sous une forme telle que le système de réception les comprendra et les utilisera. Donc, elle offre une indépendance vis-à-vis de la représentation des données en effectuant la traduction des formats d'application et en fait, autant pour moi, en offrant donc une indépendance vis-à-vis de la représentation des données en effectuant la traduction entre les formats d'application et de réseau. Donc, la couche présentation transforme les données sous forme acceptée par l'application et puis cette couche donc formate les données à envoyer vers le réseau. Donc, on l'appelle parfois dans la couche syntaxique. Si nous avons par exemple envoyer des données, on va convertir un fichier de texte codé EBCDIX en un fichier codé ASCII2. Donc, la couche présentation est également une couche extrêmement importante. Ensuite, nous avons la couche session qui est également importante. Elle contrôle les connexions entre les différents ordinateurs et établit donc en gérant et en même temps les connexions entre l'application locale et distante. Donc, elle établit les procédures sur le point de contrôle, la suspension, le redémarrage, la fermeture d'une session. Et puis, dans le modèle OSI, cette couche est responsable de la fermeture sans danger ou gracieuse, en toute sécurité, d'une session. Donc, elle va s'assurer que une session va se terminer en toute sécurité, sans s'interrompre brusquement, donc en s'assurant que tous les événements liés à cette session-là sont clôturés au préalable. Donc, la couche session est généralement implémentée explicitement dans les environnements d'application qui utilisent donc les appels de procédures distantes. Ensuite, nous avons la couche transport, qui est effectivement une couche extrêmement importante parce qu'elle contrôle donc la fiabilité d'une liaison donnée par le biais du contrôle de flux, de la segmentation et du contrôle d'erreur. Donc, la couche transport va créer des segments à partir du message reçu de la couche application. Donc, c'est à partir de cette couche qu'on va formater encore une fois. En fait, on va segmenter, on va découper le message à envoyer en messages plus petits qui pourront donc être adaptés au support de transmission qu'on va utiliser. Donc, la segmentation est le processus de division d'un long message en message plus petit. Cela signifie que la couche transport peut suivre donc les segments et retransmettre ceux qui échouent à la livraison. Donc, la couche transport va mettre sur pied un processus
de suivi des segments envoyés afin de retransmettre les segments qui n'ont pas abouti. Donc, la couche transport fournit également l'accusé de réception de transmission de données réussie et envoie donc les données suivantes si aucune erreur ne s'est produite. Donc, nous voyons à quel point cette couche est extrêmement importante. Par la suite, nous avons la couche réseau, qui est également une couche extrêmement importante, dans ce sens qu'elle fournit la connectivité et la sélection de chemins entre deux systèmes hôtes qui peuvent donc être situés sur des réseaux géographiquement séparés. Donc, les protocoles de couche réseau déterminent quelle route convient de la source à la destination. Donc, il est important de noter que cette fonction de couche réseau est connue sous le nom de routage. Donc, afin d'identifier chaque périphérique sur l'interréseau de manière unique, la couche réseau donc va définir un schéma d'agressage que nous verrons plus tard. Par exemple, le cas particulier du modèle TCP/IP, les adresses IP de l'expéditeur et du destinataire sont placées donc dans l'entête de la couche réseau. Et puis, donc, une telle adresse donc distingue chaque appareil de manière unique. Donc, ensuite, nous avons la couche liaison de données, donc qui est une couche responsable de la livraison de nœud à nœud du message. Donc, la fonction principale de cette couche est de s'assurer que le transport de données est sans erreur d'un nœud à un autre sur la couche physique. Donc, lorsqu'un paquet arrive dans un réseau, il est de la responsabilité donc, de cette couche de le transmettre à l'autre suivant en utilisant son adresse MAC, Medium Access Code. Et puis donc, la couche de liaison de données est divisée donc en deux couches. Donc, nous avons la sous-couche LCC, Logical Link Control. Donc, elle communique donc avec la couche réseau. Et pendant ce temps, la couche MAC, donc Medium Access Control, donc cette couche donc, va être chargée d'encapsuler l'adresse MAC de l'expéditeur et du destinataire dans l'entête. Voilà donc pour ce qui est de la couche liaison de données. Et ensuite, nous avons bien sûr la couche physique, qui est donc la couche de base du modèle OSI et est responsable de la connexion physique réelle entre les appareils. Donc, la couche physique contient donc des informations sous forme de bits et elle est responsable de la connexion physique réelle entre les appareils, comme nous le disions tantôt. Donc, lors de la réception des données, cette couche convertit donc le signal reçu en bits dans 0 et 1 et les envoie donc à la couche liaison de données qui constituera donc la RAM. Voilà donc en ce qui concerne le modèle OSI. Donc, nous allons voir à présent le modèle TCP/IP qui est, comme nous le disions, un cas particulier donc, du modèle OSI. Donc, le modèle OSI n'est qu'un modèle logique. Il a été mis sur pied pour décrire les fonctions du système de communication en divisant la procédure de communication en composants plus petits et simples. Donc, le modèle TCP/IP a été donc conçu et développé comme nous le connaissons par le département de défense américain dans les années 60 et est basé donc sur des protocoles standards. Et puis, TCP/IP signifie Transmission Control Protocol ou Internet Protocol. Et c'est donc un modèle en 4 couches et qui est donc utilisé dans les réseaux informatiques pour mieux expliciter les échanges dans les réseaux informatiques. Donc, nous avons donc la couche application, la couche transport, la couche Internet, la couche accès au réseau ou liaison, ou couche liaison. Alors, la couche, dans le modèle TCP/IP, pour pouvoir fonctionner, donc, permet en sorte que les échanges soient bien aiguillés en définissant certains paramètres, comme nous le verrons tout à l'heure.
D'abord, au niveau de la couche application, chaque protocole d'application est identifié par un numéro. Ce numéro donc va être appelé numéro de port, mais ce numéro, cet identifiant n'est pas utilisé pour, par cette couche lors de la transmission des informations. Ce numéro sera utilisé plutôt par la couche inférieure afin d'indiquer à la couche à la couche homologue du côté de l'autre distant à quel protocole d'application le message est destiné. Donc, pour cela, nous avons par exemple pour le protocole HTTP le port 80 qui est utilisé, pour le protocole SMTP le port 25 qui est utilisé, pour le protocole FTP nous avons les ports 20 et 21 qui sont utilisés. De même, la couche, le modèle TCP/IP, pour pouvoir identifier le protocole de transport vers qui la couche réseau de l'autre distant va pouvoir envoyer le message. Le protocole TCP/IP définit également un identifiant au niveau de la couche transport. Cet identifiant sera appelé le protocole number. Donc, ce numéro, comme je le disais, est appelé le numéro de protocole ou protocole number et qui va donc permettre à la couche réseau de l'équipement distant d'identifier à quel protocole de transport envoyer donc l'information reçue. Voilà, donc pour cela, le protocole TCP est identifié par le protocole number 6, tandis que le protocole UDP est identifié par le protocole number 17. De même également, au niveau de la couche réseau, pour permettre donc d'identifier la couche au niveau de la couche réseau également, pour pouvoir donc permettre d'identifier quel protocole réseau utiliser. La couche, on a défini donc un numéro qui est appelé le EtherType. Ce numéro est appelé EtherType et qui définit donc au niveau de la couche Internet ou réseau pour le modèle aussi comment identifier donc le protocole de la couche Internet de l'équipement distant. Donc, et ainsi donc, pour pouvoir mieux effectuer cette fonctionnalité, mettre sur pied cette fonctionnalité, la couche liaison de données est divisée donc en deux sous-couches, la couche LLC et la couche NIC. Et donc, le EtherType, le numéro EtherType sera donc utilisé par la couche LLC pour pouvoir identifier quel protocole au niveau de la couche réseau l'application l'équipement distant devra donc utiliser. Donc, ainsi, nous avons par exemple pour le protocole IP, le protocole IP aura pour la valeur de EtherType en hexa 0800. Et en ce qui concerne MPLS, MPLS aura pour valeur de EtherType en hexa 8847. Et là, c'est MPLS unicast et MPLS multicast, ça sera 8848. Donc, tout cela est défini pour permettre un bon fonctionnement donc, du réseau. Donc, pour résumer, reprenons notre tableau magique. Nous avons un modèle en 4 couches. Couche application, couche application, couche Internet, avant la couche transport, avant la couche Internet, nous avons la couche transport. Nous allons effacer peut-être pour mieux
Donc, application, transport, Internet et LLC, donc sous-couche LLC et la sous-couche MAC qui constitue donc la couche liaison. Donc, la couche application, au niveau de la couche application, on va définir un numéro appelé port number, numéro de port number, mais qui n'est pas utilisé dans l'entête de la couche application, mais plutôt dans l'entête de la couche transport pour indiquer à l'autre distant. Donc, pour indiquer à la couche transport de l'autre distant quel protocole application à quel protocole application il devra envoyer le message quand il va recevoir. Donc, s'il s'agit de TCP, par exemple, s'il s'agit de FTP, par exemple, il va définir, par exemple, le port 21. Il va, au niveau de la couche transport, dans l'entête, il va spécifier que, OK, il faudra envoyer ce message à la couche application qui utilise le numéro de port 21, c'est-à-dire FTP. Et comme ça, lorsque l'autre distant va recevoir ce message, en traitant ce message au niveau de la couche transport, en lisant donc l'entête de la couche transport du destinataire, donc il va comprendre qu'il doit envoyer ce message à l'application, au protocole applicatif FTP de la couche application. Pareil, au niveau de la couche transport, on définit un numéro appelé donc protocole number. Protocole number. Et donc, ce numéro protocole number, par exemple, pour le protocole TCP, nous avons vu que le protocole number c'est 6 et pour le protocole UDP c'est 17. Et donc, ce numéro n'est pas utilisé par la couche transport, mais plutôt par la couche Internet. La couche Internet, on va spécifier dans son en-tête à la couche Internet de l'application distante quel protocole transport l'application distante devra utiliser. Donc, vers quel protocole de transport la couche application, la couche Internet distante devra envoyer l'information. Pareil, au niveau de la couche LC, on va définir ce qu'on va appeler EtherType, la valeur de EtherType. Non, au niveau de la couche Internet, autant pour moi, on va définir le champ EtherType, voilà le numéro EtherType qui ne sera pas utilisé au niveau de la couche Internet, mais plutôt au niveau de la couche liaison pour pouvoir indiquer dans la couche à l'application, en fait, à l'appareil distant, quel protocole de la couche Internet, à quel protocole de la couche Internet envoyer donc le message reçu au niveau de la couche liaison de données. Voilà donc en quelque sorte ce qui se passe lors de la transmission donc des informations. Et tout cela donc a été résumé par nos propos précédents. Donc, faisons donc à présent une comparaison entre les deux modèles. Donc, la couche application du modèle TCP/IP englobe donc les quatre couches du modèle, les quatre premières couches du modèle. Comme nous le disions, donc la couche application du modèle TCP/IP englobe donc les trois premières couches du modèle OSI, tandis que la couche transport est équivalente à la couche transport du modèle OSI, ainsi que la couche Internet qui est équivalente à la couche réseau du modèle OSI. Et puis la couche liaison ou accès réseau du modèle TCP/IP est équivalente aux deux couches basses du modèle OSI, à savoir la couche liaison de données et la couche transport.
Donc, et puis l'encapsulation est la même pour le modèle TCP/IP. Donc, à chaque fois que la couche précédente, la couche supérieure envoie la donnée vers la couche inférieure considère la donnée reçue comme sa PDU et encapsule donc son en-tête au début de ce message avant d'envoyer à la couche suivante qui va procéder à la même opération. Notons ici que à la couche application, le message est appelé données, à la couche transport, le message est appelé segment, et à la couche internet, le message est appelé paquet. Enfin, à la couche liaison de données, le message est appelé CRAM. Donc, une révision, donc un rappel de fonctions de la couche application TCP, c'est pareil comme pour ce que nous avons dit précédemment pour la couche du modèle OSI. Donc, la couche application correspond aux 3 premières couches supérieures du modèle OSI. Et puis, les protocoles de cette couche-là sur le modèle IP sont chargés de la communication avec les applications de l'utilisateur final, de traduire la représentation des données entre les formats d'application et de réseau et de configurer les paramètres des sessions. Donc, nous avons donc comme exemple le protocole de couche application, le protocole SMTP. Ensuite, nous avons la couche transport qui est identique à la couche transport du modèle OSI. Et cette couche donc contrôle donc la fiabilité d'une liaison de données par le contrôle de flux, la segmentation et bien évidemment le contrôle d'erreur. Donc certains protocoles sont axés sur l'état de la connexion. Nous avons 2 principaux protocoles pour la couche transport dans le modèle TCP/IP. Nous avons le modèle TCP, nous avons le protocole TCP et le protocole UDP. Donc la couche transport crée des segments à partir du message reçu de la couche application. Et la segmentation est le processus donc de division d'un long message en message plus court, dont nous avions déjà indiqué dans le modèle aussi. Donc cela signifie que la couche transport peut suivre donc les segments et les retransmettre lorsque la livraison échoue. Et donc la couche transport également fournit également l'accusé de réception lorsque la connexion est réussie et envoie des données suivantes si aucune erreur n'est détectée. Ensuite, nous avons la couche Internet, qui est une couche extrêmement importante. Donc, elle fournit la connectivité et la sélection de chemins entre 2 systèmes hôtes avec le même ordre d'idée que la couche réseau du modèle OSI. Donc, les protocoles de couche réseau déterminent quelle route convient de la source à la destination. Et puis, donc, afin d'acheminer afin d'identifier chaque périphérique, on définit donc un agressage précis pour la couche Internet. Et puis les adresses IP de l'expéditeur et du destinataire sont placées dans l'entête de couche réseau ou Internet. Ensuite, nous avons la couche liaison qui est divisée donc en 2 sous-couches, Local Link Control et Media Access Control. Donc, sa fonction principale est de s'assurer que le transfert de données est sans erreur d'un nœud à un autre sur la couche physique. Donc, lorsqu'un paquet arrive dans un réseau, il est de la responsabilité de cette couche de le transmettre à l'autre en utilisant donc son adresse MAC. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte donc ce que nous pouvons dire en ce qui concerne donc le modèle de référence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo portant sur le modèle de référence. Retrouvons-nous donc très bientôt pour la suite de ce module sur les fondamentaux des réseaux informatiques. À très bientôt. Merci.